Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on se lance un défi, comprendre toute la structure de la société française en moins de 10 minutes. C'est un sujet qui est juste passionnant et surtout ultra important pour le programme de terminale SES. Alors on y va? On va commencer par une question qui paraît simple, mais qui est en fait super complexe. Qu'est-ce qui fait qu'on occupe telle ou telle place dans la société? Eh bien, vous vous en doutez, c'est un mélange de plein de choses. Et c'est justement ce cocktail qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi la société est un espace structuré. Ensuite, on plongera dans l'idée classique des classes sociales. Puis, on se posera la question, est-ce que les classes sociales, c'est fini? Ou au contraire, est-ce qu'elles font leur grand retour? Et on terminera avec une vision plus actuelle, celle d'une société multidimensionnelle. Bon, première étape, et c'est la base de tout. Il faut bien comprendre que la société, ce n'est pas juste un tas d'individus les uns à côté des autres. Non, c'est un espace qui est organisé, qui est structuré et, point très important, qui est hiérarchisé. Et pour analyser cette structure, les sociologues ont toute une boîte à outils. Ils regardent plein de critères qui nous différencient, le revenu, le diplôme bien sûr, mais aussi le sexe, l'âge, où on habite. Et en France, on a un outil vraiment incontournable pour ça, les fameuses PCS, les professions et catégories socio-professionnelles. C'est un peu la carte d'identité sociale de chacun. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir comment, historiquement, on a analysé cette structure. Et là, il y a un concept qui a tout écrasé, celui de classe sociale. Pour piger cette idée, impossible de passer à côté de deux monstres sacrés de la sociologie. Alors là, on a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, Karl Marx. Pour lui, tout s'explique par l'économie. Il y a un conflit fondamental entre deux classes, la bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui n'a que sa force de travail à vendre. Et Marx fait une distinction super importante. Il y a la classe en soi, des gens qui partagent les mêmes conditions de vie, et la classe pour soi, quand ces gens prennent conscience de leurs intérêts communs et se mobilisent. De l'autre côté, on a Max Weber. Lui, il trouve que c'est un peu trop simple. Pour Weber, la société est plus complexe. Il y a bien sûr la dimension économique, la classe, mais il faut ajouter le prestige social, ce qu'il appelle les groupes de statut, et aussi le pouvoir politique. C'est une analyse en 3 dimensions, beaucoup plus nuancée. La grande question qui se pose alors, c'est est-ce que ces théories de barbus du 19e siècle sont encore pertinentes aujourd'hui? Parce qu'après les énormes transformations du 20e siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, le débat est devenu hyper intense. Premier grand choc, la tertiarisation. L'économie française a complètement changé de visage. Regardez, les services, en violet, sont devenus ultra dominants. Ils représentent aujourd'hui plus de 80% des emplois. C'est une métamorphose totale du monde du travail. Deuxième révolution silencieuse, la salarisation. Ce chiffre, 87,6%, il veut dire qu'aujourd'hui, en France, près de 9 travailleurs sur 10 sont salariés. Être indépendant, être son propre patron, c'est devenu l'exception. Et enfin, troisième transformation clé, la féminisation. La part des femmes dans la population active a bondi, on est presque à la parité aujourd'hui. Et ça a absolument tout changé dans le monde du travail comme dans la société en général. Alors avec tous ces changements, certains sociologues, comme Henri Mandras, ont dit « Stop, les vieilles analyses ne marchent plus ». Ils ont développé la théorie de la moyennisation. L'idée, c'est qu'une immense classe moyenne serait née, une sorte de vaste constellation centrale qui aurait absorbé les extrêmes et rendu les modes de vie de plus en plus similaires. Alors comment est-ce que ces frontières de classe se sont brouillées? D'abord, la distance entre les classes a diminué, les modes de vie se sont rapprochés. Mais, et c'est là tout le paradoxe, la distance à l'intérieur d'une même classe a, elle, explosé. Pensez à l'écart entre un ouvrier très qualifié en CDI et un ouvrier précaire. Et si on ajoute à ça la montée de l'individualisme, eh bien l'idée de s'identifier à un grand groupe, à sa classe, a beaucoup reculé. Bon, alors fin de l'histoire, tout le monde dans la classe moyenne, eh bien, pas si vite. Parce que depuis quelques années, le concept de classe sociale fait un retour en force. Et pourquoi? Tout simplement parce que les inégalités les plus profondes, elles n'ont jamais vraiment disparu. Cette petite phrase, lancée par l'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, elle est incroyable. Elle nous met direct dans le bain. En gros, elle nous dit que tout en haut de l'échelle, la conscience de classe, elle, est bien vivante et même combative. En fait, ce que beaucoup de sociologues observent, c'est une polarisation. D'un côté, on aurait la bourgeoisie, une classe qui a une très forte conscience d'elle-même, une classe pour soi, pour reprendre Marx, et qui déploie des stratégies pour se maintenir au sommet. Et de l'autre, les classes populaires. Elles partagent des conditions de vie difficiles, la précarité, la pénibilité, mais elles ont du mal à se voir comme un groupe uni, avec des intérêts communs. Elles restent une classe en soi.
Alors comment on fait le tri dans tout ça? Fin des classes, retour des classes? Pour sortir de ce débat, on va voir comment les sociologues font aujourd'hui pour avoir une vision plus complète et plus juste de la société. S'il y a un concept à retenir pour comprendre la société d'aujourd'hui, c'est celui-là, l'intersectionnalité. C'est un peu compliqué, mais l'idée est simple. On ne peut plus juste regarder la classe sociale. Il faut aussi prendre en compte le genre, l'origine, l'âge, parce que tous ces facteurs s'entremêlent et interagissent. Pour analyser la position de quelqu'un aujourd'hui, on procède un peu comme si on superposait des calques. On part toujours de la base, la classe sociale, les ressources économiques et culturelles. Par-dessus, on ajoute le filtre du genre, puis le filtre de l'âge, puis celui de l'origine, du lieu de résidence. Et ce n'est pas une simple addition, c'est la combinaison de tout ça qui crée une situation sociale unique. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre. La situation d'une femme ouvrière non qualifiée, issue de l'immigration et vivant dans un quartier populaire, ce n'est pas juste la somme de ses désavantages. Le fait d'être une femme, d'être ouvrière et d'être issue de l'immigration, tout ça s'entremêle, se renforce et crée une expérience sociale bien spécifique, souvent marquée par une accumulation de difficultés. Et on termine sur cette question qui est vraiment au cœur de tous les débats en sociologie aujourd'hui. Finalement, entre la classe, le genre, l'âge, quel est le facteur le plus structurant, le plus déterminant dans notre société? Ça, c'est une excellente problématique pour une future dissertation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.